Bonjour à tous, bienvenue sur Elano 10 de nouveau pour le résumé de cette semaine très active. Sportivement, il s'est passé vraiment énormément de choses, donc je suis très heureux de vous retrouver pour pouvoir parler de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des surprises, des polémiques, des déceptions. On va essayer de faire le tour de l'actualité. Alors, pourquoi pas pour une fois commencer par les sports d'hiver, parce que c'est vrai que la saison hivernale oblige. On va parler de ça, c'est très important. Il s'est passé plein de choses. Puis on va parler aussi de toutes ces annulations de compétition comme on l'a vu hier. Alors, premièrement, parlons de biathlon. Il s'est passé énormément de choses au biathlon. Alors, 3 podiums en 6 courses pour l'équipe de France à Orphilsen. Donc, on peut dire que c'est un bilan plutôt positif pour cette deuxième étape de Coupe du Monde. C'est satisfaisant. Mais bon, les hommes n'ont toujours pas accroché le moindre podium en individuel. On en reparlera. C'est quand même plutôt un mauvais bilan pour eux, pour les hommes. Mais bon, Justine Brezaz-Bouchet renoue avec le podium, même si elle s'est très bien débrouillée sur l'épreuve de sprint. Vraiment, elle a montré qu'elle était de retour après avoir été éloignée du circuit mondial l'année dernière parce qu'elle était enceinte. Et voilà, la championne en titre de la Mastart, la championne olympique en titre de la Mastart. Elle a terminé 3e derrière, bien sûr, Ingrid Tendrevold et Elvira Aubert qui sont bien sûr les 2 grandes stars du biathlon féminin. Pour Lou Jean Monod, qu'on avait adulé la semaine dernière, elle a fini que 15e, mais on peut dire que c'est quand même pas mal pour un début de saison. C'est quand même très positif pour elle. Les relais féminins nous a fait peur hier. Ça partait très mal. Ou en tout cas, c'était compliqué pour l'équipe de France qui était là à la 6e, 7e place. On voulait absolument un podium. Et à la fin, le podium, on l'a eu. Les Françaises, elles sont à surveiller parce qu'elles arrivent à faire des remontées comme ça. Mais à chaque fois, Justine Brezaz, Julia Simon, elles sont là pour remonter. Mais si les premières arrivent à assurer, l'équipe de France va sûrement gagner beaucoup de relais cette saison. Donc ça, c'est vraiment positif. Et chez les hommes, malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de podium. Il n'y a pas vraiment de garçons qui sortent du lot pour l'instant. Quentin Fillon-Maillet n'arrive pas à être régulier. Pour Émilien Jacquelin, ça revient petit à petit. On espère que ça va aller de mieux en mieux. Lui, il l'espère aussi, mais bon, il sait que ça va être compliqué. Et puis les petits jeunes, il faut vraiment les suivre parce qu'ils sont très bons. Et je pense que pour l'année prochaine et l'année d'après, ça sera très positif. Alors on peut maintenant passer au ski alpin. Alors le ski alpin, c'était plutôt pas mal, ce slalom à Val d'Isère en France à domicile, avec une victoire de Marco Odermatt, le Suisse. Bon voilà, Marco Odermatt, il nous fait penser à Marcel Hirscher quand il dominait le ski alpin de fond en comble. Et bah là, Odermatt, c'est pareil. C'est le patron du ski cette saison. Mais voilà, Alexis Pinturault est là. Il a montré qu'il allait le titiller. Il n'a pas encore pu le montrer sur les grands globes avec bien sûr les super G et les descentes, sur l'axe sur lequel il va se concentrer cette saison. Mais il a pu le montrer sur ce slalom géant où après une première manche avec beaucoup d'erreurs, il a su confirmer en deuxième manche une grande forme Alexis Pinturault sur un slalom géant qu'il vise moins en termes de podium et de victoire cette saison. Donc ça montre à quel point il est en forme et il est au niveau. Il finit quatrième de cette course avec des conditions difficiles, il n'y avait pas trop de visibilité et il réussit à finir quatrième avec une grande deuxième manche. Donc ça c'est très positif pour Alexis Pinturault qui annonce la couleur pour cette saison et qui a vraiment fait une deuxième manche à la Alexis Pinturault, j'ai envie de dire, vraiment très... C'était parfait de bout en bout pratiquement. Donc ça c'est très positif. Et malheureusement, ce qui est négatif en termes de ski alpin cette saison et ce qui justement nous ralentit un peu cette hype autour du ski alpin, c'est qu'il y a énormément de courses annulées ou retardées, mais beaucoup annulées. Il n'y a pas encore eu de descente, il n'y a pas encore eu de super G, ou en tout cas un seul. Donc c'est malheureux pour ces disciplines qui sont fantastiques. Les descendeurs, c'est des skieurs hors de ce monde. Ils sont impressionnants. Et malheureusement, on peut pas voir ça. On peut pas voir ça. Alors, pas parce qu'il n'y a pas de neige, comme beaucoup le pressentaient, mais parce qu'il y en a trop, parce qu'il y a des tempêtes, parce qu'il y a du vent, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc en fait, et puis on le voit là en ce moment qu'il y a de la neige partout. C'est vraiment magnifique à voir. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais il y en a trop et donc il y a beaucoup d'annulations. Et c'est vrai que c'est dommage de voir toutes ces courses annulées. Bon, bien sûr, les précautions sont prises pour des épreuves si risquées, bien sûr, et c'est compréhensible. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir voir ces courses-là qui sont annulées chaque semaine maintenant depuis 3-4 semaines. Donc on espère que la semaine prochaine, il y aura des descentes et des slaloms. En tout cas, voilà. Alexis Pinturault, lui, a pris de la confiance, en tout cas,
lors de ce G1. Voilà, et chez les femmes, le Super G a été annulé, donc c'est pareil en fait des deux côtés, en tout cas pour les épreuves de vitesse. Et bien passons maintenant à la Coupe du Monde de handball. On a dit qu'on en reparlerait souvent. Alors là, on va en parler parce que l'équipe de France a fait preuve de caractère. L'équipe de France est en forme et on va la suivre. On va la suivre peut-être jusqu'à la victoire. Parce qu'en tout cas, la victoire hier face à la Norvège, elle nous donne de la confiance. Elle leur donne de la confiance et c'était vraiment une victoire arrachée par l'équipe de France d'une manière magnifique. D'un petit but face à la Norvège, 26-25 pour la France. De quoi finir premier du groupe du tour préliminaire et donc de se qualifier en quart de finale avec toute la confiance possible et donc de jouer la République tchèque demain à 17h30. Soyez devant vos télés pour la qualification donc en demi-finale. On espère et puis voilà, il y a des talents dans cette équipe de France magnifique. Olivier Crumbles qui garde toujours cette symbiose entre les joueurs, cette bonne entente, ce sérieux mélangé à de la fantaisie, mélangé à de la bonne humeur. Et c'est toujours ça qui fait les bonnes équipes, c'est quand vraiment il y a une bonne ambiance au sein du groupe, mais que quand il faut travailler, quand il faut marquer, quand il faut faire preuve de caractère, elles sont là. Donc on va vraiment croiser les doigts, mais on a toute confiance en cette équipe de France qui va pouvoir sûrement, en tout cas moi je le pense, gagner face à la République tchèque. Et ensuite en demi-finale, pardon, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est cette victoire contre la Norvège qui nous donne la confiance pour cette équipe de France qui va vraiment lancer ce mondial, je trouve, parce que tous ces systèmes de tour préliminaire, bon, ça fait plusieurs années maintenant que c'est comme ça, mais c'est vrai qu'on a du mal à suivre, ou en tout cas on a du mal à se prendre au jeu, et c'est vraiment au début des quarts de finale, demi-finale, en tout cas pour ma part, que je suis en plein dedans. Toute cette histoire de phase de poule et de tour préliminaire, ça fait un peu tourner autour du pot, ça casse un peu le rythme et l'enjeu en fait. Mais pourquoi pas après. Ça fait plusieurs années que le handball fonctionne comme ça, donc ça doit sûrement marcher. Et on va la suivre, cette équipe contre la République tchèque. Rendez-vous à 17h30 demain. Il s'est passé aussi beaucoup de choses. Alors, on sort de la neige, on sort des salles, et on va dans l'eau avec les championnats d'Europe petit bassin où la France s'est éclatée, la France a explosé, comme toujours, comme depuis cet élément charnière, cette compétition charnière des championnats du monde de Budapest en 2022 où la France avait dévoilé au grand jour tous ses talents. Avec Léon Marchand, bon, qui n'était pas là pour ces championnats d'Europe petit bassin, mais la France a quand même brillé. Et elle a brillé, alors là, de partout. Et avec cette petite surprise, en tout cas, nouveauté, et Maëwen Tomac qui exulte, qui gagne même à plusieurs reprises. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Pour lui, c'est mérité. Après tout ce travail, il était là pendant toutes les compétitions depuis 3-4 ans. Et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là maintenant. Bien sûr, 2 médailles d'argent pour Florent Manodou, une médaille de bronze qui confirme. Il est là, Florent Manodou, il est parmi les plus grands. Maintenant, il faut aller chercher cette petite place en plus, mais c'est tout de même vraiment un bon échauffement, on va dire, pour Paris 2024. Et ça fait plaisir de voir tout le monde à ce niveau-là. On peut aussi notifier ces championnats d'Europe petit bassin, donc bien sûr à Bucarest. 23 médailles pour l'équipe de France, dont 7 d'or. Donc c'est vraiment très positif et c'est une parfaite préparation pour ces Jeux Olympiques et pour une équipe de France de natation qui sera, c'est sûr, au niveau. C'est sûr qu'elle sera au niveau. Alors là, je vous garantis, Charlotte Bonnet de retour. Voilà, le travail avec Philippe Lucas paye enfin. Il paye enfin. On sait que c'est du travail acharné, mais cette fois ça marche. Et Charlotte Bonnet, elle n'avait plus remporté de médaille continentale en petit bassin depuis 2017. Donc ça fait quand même un paquet d'années, 6 ans. Et là, elle a été sacrée sur le 100 mètres 4 nages et elle a décroché l'argent sur le 200 mètres 4 nages. Donc ça fait vraiment plaisir pour elle. Voilà, en conférence de presse, elle a dit qu'elle s'y attendait pas du tout, qu'elle a eu des moments difficiles et c'est le cas. C'était notamment le cas à Budapest en 2022. Et là, la revoir à ce niveau-là, c'est parfait pour les championnats du monde, pour les Jeux Olympiques 2024. Ça veut dire qu'il va y avoir un pic de forme. Il faut le trouver, ce pic de forme, et pour tous, pour Florent Manodou, comme on l'a dit. Mais il y a aussi des relèves prometteuses, avec bien sûr Maxime Grousset, deuxième patron des tricolores. Maxime Grousset, qui a eu une médaille d'or à Fukuoka cet été au championnat du monde, et 2 autres médailles. Donc voilà, il a remporté la course reine, le 50 mètres nage libre devant Miressi et devant Popovici qui était à domicile. Donc ça c'est parfait aussi pour montrer toute sa progression en fait. On peut bien sûr parler, comme je l'ai dit juste avant, de Maëwen Tomac. Bah alors là c'est parfait, c'est victoire sur le 50 mètres d'eau, plus le 100 mètres d'eau. Et puis il a eu une médaille d'argent, une médaille de bronze, donc c'est vraiment un championnat d'Europe parfait pour lui. Donc un carton en fait, un carton des Français jusqu'au JO. En tout cas, on l'espère. Franchement,
j'ai vraiment beaucoup de confiance et puis on peut parler aussi de Gastaldello qui a fait le plein des médailles avec une médaille d'or, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Il y a aussi l'autre élève de Philippe Lucas, Anastasia Kirpichkinova avec 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Et puis ensuite Johanna Brouwer avec une médaille d'argent. Mais aussi Amalia Pigré, médaille de bronze. Et ensuite on a eu Molu, Mathieu en femme et Aubry, le petit jeune Aubry avec 2 médailles d'argent. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. On espère aussi retrouver Clément Secchi, qui n'était pas là parce que, comme Léon Marchand, il apprend aux États-Unis. Il est dans une université américaine. Et on espère voir Clément Secchi au JO 2024. Parce que lui aussi, c'est une perle montante, une étoile montante de cette équipe de France de natation qui a réussi à se révolutionner. Donc c'était quand même des surprises. Et en parlant de surprises, nous allons passer à une nouvelle rubrique, la rubrique surprise de la semaine. Alors qu'est-ce qui nous a surpris cette semaine dans le sport? On peut parler de plusieurs choses, mais bon, ça va nous permettre de parler de foot, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc on va parler de foot. Aston Villa, bien sûr. Voilà. Que dire de ces performances fantastiques de la part d'Aston Villa cette semaine? Cette semaine, Aston Villa, c'est quoi? C'est une victoire face à Manchester City, le champion anglais en titre, le champion d'Europe en titre. Unai Emery, il a réussi à créer une cohésion de groupe. Il réussit des travaux fantastiques. Unai Emery, quand il a bien son équipe en main, c'est une équipe qui en fait est invincible parce que et à domicile avec 14 victoires de suite à domicile, voire 15 maintenant, parce qu'ils ont non seulement battu Manchester City, mais ils ont battu Arsenal ensuite 1-0 à la maison encore. Arsenal les premiers du classement, qui étaient premiers du classement. Donc ça, c'est vraiment quand même quelque chose de fabuleux. Et ils battent Manchester City 1-0, ils battent Arsenal 1-0. Donc on voit toute une maîtrise aussi défensive, une efficacité offensive minimum, mais en tout cas elle est là. Et tout ce travail d'Unai Emery se voit maintenant au grand jour, même contre les grandes équipes. Donc on peut dire que c'est la surprise de la semaine. Même si bien sûr ils étaient sur pas mal de victoires d'affilée à domicile, mais jouer contre ces deux grandes équipes et gagner face à ces deux grandes équipes, chapeau bas. Ça nous permet de voir un peu ce qui s'est passé en Ligue 1 aussi, si vous voulez. Bon, Paris a encore gagné, Nice a aussi gagné, mais qui avait perdu la semaine dernière. Donc on a 4 points entre les deux premiers du championnat. Monaco a confirmé et finit 3e. On peut noter enfin une victoire pour Lyon. On peut noter aussi la 3e victoire d'affilée de Marseille qui leur permet de remonter 6e au classement. En Liga espagnole, si vous le voulez bien, Girone a écrasé Barcelone 4-2 alors que Barcelone jouait à domicile. Ça, c'est une surprise aussi. Et prend la tête du championnat espagnol après le nul du Real Madrid. Donc là, oui, là on a d'énormes choses qui se sont passées en Espagne. C'est la surprise de toute façon de la saison, hein. Girone qui est à 5 points devant le Real Madrid deuxième. Ça, c'est quelque chose qu'on peut noter. Allez, on va vite fait en Bundesliga avec la surprise aussi. C'était la semaine des surprises au niveau du football parce que l'Eintracht Francfort a battu le Bayern 5-1, messieurs, dames. Donc ça aussi, c'était une grande surprise. On peut noter la victoire de Leipzig face à Dortmund. En tout cas, voilà, Leverkusen est premier de Bundesliga avec 4 points devant le Bayern. Et ensuite, c'est Stuttgart qui ferme la marque et Leipzig qui revient très fort. Bon, au foot, il y a eu énormément de surprises. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir? Oui, on peut aller voir la Betclic Elite. La Betclic Elite, il y a eu un gros match, encore un choc. La semaine dernière, c'était Monaco-Paris. Là, c'était Paris-Lyon, avec Paris qui s'est imposé sur le fil, hein, on peut le dire. En fin de match, c'était assez cacophonique. 92-86. Ils menaient de 10 points à la mi-temps et à la fin, Lyon est revenu, hein. Voilà, ils ont pensé au suspense du match, mais ensuite Paris a réussi à boucler tout ça. Et au niveau du classement, du coup, Monaco est premier, Paris deuxième et Lyon troisième. C'est les 3 favoris, c'est logique, pas de surprise à ce niveau-là. Et donc les polémiques de la semaine. Alors il y a eu une polémique. Bon, c'est une polémique qui n'est pas nouvelle, hein, qui date de longtemps. C'est le déplacement des supporters de Ligue 1 en France. Alors, voilà, toujours ces débats, ces interdictions de stade systématiques, où en fait les groupes de supporters ultra dénoncent en masse, hein, en ce moment, et cette semaine en tout cas, le fait que les interdictions de stade pour aller voir l'équipe à l'extérieur sont systématiquement interdites. Voilà, on a vu ça vraiment dans pratiquement tous les groupes ultra de France, hein. Que ce soit Marseille, Lille, Lyon, Paris, Nice bien sûr, Nantes.
Tous les grands clubs en fait sont interdits stade en ce moment. Bon, ça fait plusieurs années maintenant que les clubs, mais surtout en fait les préfets interdisent tout ça. Et puis voilà, ce débat de pourquoi en France on n'y arrive pas. Et bien sûr, ça relance tous ces débats de la sécurité dans les stades en France. Ces débats, c'est bien sûr le mort qu'il y a eu il y a 2 semaines, le Nantais. C'est des choses qui sont tragiques. Et donc ça fait plusieurs années que le problème est pointé du doigt, plusieurs années qu'on dit qu'il faut faire quelque chose, que les instances disent qu'elles vont faire quelque chose, et la LFP, etc. Sauf qu'elles ne font rien. Elles ne font rien, ou en tout cas rien ne change. Et en tout cas, les sanctions ne sont peut-être pas assez fortes. De mon point de vue, c'est un problème général qui ne touche pas seulement le foot, mais comme le foot rassemble des masses de personnes, eh bien ça se voit, ça se répercute en fait. Voilà, on dit souvent que le sport c'est le miroir de notre société. Eh bien le football c'est un miroir de la société, mais c'est x10 en fait. C'est parce que parce que le football rassemble tellement de personnes différentes, tellement de personnes. Et puis rajouter à cela les conflits entre clubs, les conflits entre supporters. Et donc en fait c'est un miroir de la société multiplié quoi. Donc c'est pour ça aussi tous ces débordements. En tout cas voilà, il faut être fort face à toutes ces violences. Il faut être fort face à tous ces supporters qui n'en sont pas finalement. Et voilà, c'est toujours les bons supporters, ceux qui viennent en famille, c'est toujours ceux qui viennent pour la passion, qui se font avoir dans l'histoire parce que c'est eux qui sont interdits de stade, c'est eux qui ne peuvent pas venir, c'est eux qui font des kilomètres pour voir un match qui est finalement annulé, hein, comme on l'a vu lors de Marseille-Lyon. Donc c'est toujours eux qui prennent, et c'est pour ces personnes-là, pour ces supporters-là, que les instances devraient agir de façon dure, ferme, face à ces pseudo-supporters, pour pouvoir faire, allez, comme en Angleterre, même si on sait qu'il y a toujours des problèmes, mais en Angleterre maintenant les matchs sont beaucoup plus paisibles, ou en tout cas la situation est beaucoup plus paisible, ou faire comme dans d'autres pays, en Pologne, en Hongrie, dans le nord de l'Europe, parfois en Allemagne, parfois en Italie, où il faut maintenant avoir des cartes membres ou des badges pour pouvoir. Il faut se faire une carte, en fait, une espèce de petite carte d'identité de supporter, en fait. Ou pour acheter un billet, il faut cette petite carte. Et comme ça, si quelqu'un fait un acte violent, un acte inapproprié dans un stade, on peut tout de suite savoir qui c'est et le punir en conséquence. Maintenant, voilà, il y a tous ces débats de liberté. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est... Et puis c'est discutable, et il faut en discuter. Mais maintenant, en France, à part en discuter, faire des réunions qui durent 10 heures pour ne rien donner, il faut agir maintenant parce que ça va trop loin. Il faut bien faire quelque chose au bout d'un moment, mais bon, on va voir comment ça va se développer, comment ces discussions vont aboutir, mais il faut faire quelque chose. Et donc, c'était cette petite polémique claque dont je voulais vous parler. On peut parler aussi d'autre chose, c'est plutôt une bonne nouvelle que les sportifs russes et biélorusses vont pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Alors sous bannière neutre, mais ils vont pouvoir y participer, c'est déjà bien. Comme d'ailleurs dans les années précédentes avec toutes ces histoires de dopage aussi. Hein, mais voilà, je suis quand même plutôt satisfait de cette décision parce que j'ai toujours dit que les sportifs russes n'ont rien à voir dans la guerre, n'ont rien à voir dans la politique de leur gouvernement, et que ces sportifs-là travaillent toute leur vie. Il faut avoir du recul sur cette situation et se dire que ce sont des personnes qui dédient leur vie à un sport, qui dédient leur vie à une discipline, et on ne se rend jamais compte du travail fourni, du mode de vie fourni, des sacrifices fournis. Et pouvoir participer à cette compétition qui justement, ce n'est pas une compétition, c'est un événement, c'est un événement qui a tout un symbole, et on doit revenir à ce symbole de paix, à ce symbole de cohésion, à ce symbole en fait de parenthèse des Jeux Olympiques qui met de côté tout ce qui est possible, qui met de côté les guerres, qui met de côté les affrontements, qui met de côté les désaccords politiques, qui justement vient nous montrer toutes les valeurs du sport, toutes les valeurs de l'olympisme. Et donc oui, c'est très positif que les sportifs russes et biélorusses puissent participer. Alors maintenant, c'est aussi un débat de les mettre en bannière neutre ou non. Je n'ai pas d'avis sur cela. Pour ma part, ça serait mieux de les mettre avec le drapeau de leur pays parce que ils le représentent et c'est la base des Jeux Olympiques. Ou alors, si on leur interdit de mettre leur drapeau, eh bien, on doit interdire pour d'autres pays parce que d'autres pays font la guerre, d'autres pays déclarent la guerre, d'autres pays ont fait la guerre ces dernières années. Enfin, en fait, il ne faut pas faire de poids de mesure et il faut soit établir une règle qui s'applique à tout le monde, soit on n'applique pas la règle. Et malheureusement, ici, cette règle s'applique au cas par cas, et qui a décidé de cette règle? On ne le sait pas. Le CIO, en tout cas,
qui a décidé de cette règle et pourquoi le CIO aurait raison? Pourquoi on n'oblige pas d'autres pays de concourir sous bannière neutre alors qu'eux aussi tuent des gens, eux aussi déclarent des guerres, eux aussi participent à des choses horribles? Donc voilà, c'est soit, en tout cas mon avis il est là, c'est soit on interdit à ces pays en guerre d'aller aux Jeux Olympiques en montrant leur drapeau, et donc on l'applique à tous les pays qui font cela, soit on ne l'applique pas et on met tout ça de côté et tout le monde représente son pays. Mais on ne peut pas, pour ma part, faire du cas par cas quand ça nous arrange. Voilà pour les deux polémiques de la semaine. Il y en a une qui était un peu plus soft que l'autre, mais c'est important d'en parler, je trouve. Donnez-moi vos avis sur Instagram, n'oubliez pas, hein, elanodis.podcast sur Instagram, c'est important. Allez me donner votre avis, même je vais faire un petit sondage là sur le Spotify, donnez-moi votre avis aussi. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Je suis très satisfait de cet épisode d'aujourd'hui. On a parlé plein de choses, et puis on a pu aller peut-être un peu plus parler un peu plus du fond, parler un peu plus des faits que dans le dernier épisode qui était peut-être un peu trop rapide et pas assez, où il n'y avait pas assez de touches personnelles en tout cas. C'est ce que m'ont dit certaines personnes, donc je prends en compte ces conseils. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me donner des conseils, n'hésitez pas à me donner votre avis. Comme ça, je peux développer aussi tout ça et ça sera mieux, plus agréable pour tout le monde d'écouter ces podcasts. Moi, je pense que c'était très bien aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau recap de tout ce qui se passe. Il va y avoir de la Champions League, il va y avoir la fin des championnats du monde de handball, les sports d'hiver encore, donc ça va être intéressant. Et puis peut-être que je vais vous faire un épisode d'anecdotes historiques cette semaine sur le match de la mort. Il y a ça qui va arriver. Je vais vous faire un petit épisode sur Bradbury, l'Australien qui a gagné des Jeux Olympiques de short track d'une manière assez drôle. Donc ça va être intéressant de le voir. Et peut-être un épisode sur la natation. Bon, ça c'est en projet, ça je peux le faire rapidement, mais ça va pas arriver tout de suite. Et je vais aussi faire un reportage j'ai appelé ce reportage les efficaces, sur des pays, des petits pays surtout, qui ont un ratio de médailles d'or aux Jeux Olympiques et de population très bas, très faible, par rapport à d'autres puissances comme la Chine et les États-Unis, qui finalement ne sont pas des grandes puissances des Jeux Olympiques. Voilà, petit teaser aussi pour tout ça. Donc il y a plein de choses qui arrivent. Et donc on se dit à la semaine prochaine les amis, c'était un plaisir. C'était Elanodis.